Salut tout le monde. La transformation de la place fera l'objectif de cette vidéo qui est composée de différentes parties suivantes. Introduction, définition de la transformation de la place, ses propriétés et la transformée de la place de quelques signaux usuels. Si on a des systèmes qui sont interconnectés entre eux, la résolution des équations différentielles linéaires qui décrivent le fonctionnement de ces systèmes-là deviennent compliqués. C'est pourquoi Heaviside a proposé l'utilisation de la transformation de la place qui permet de remplacer les équations différentielles par des équations algébriques qui sont faciles à manipuler. La transformation de la place est définie pour une fonction f temporelle. La fonction f elle est définie et contenue pour tout temps positif et elle est à énergie finie. Elle vérifie la convergence de l'intégrale. Alors elle possède la transformée de la place f de p, grand F de p, qui est l'intégrale de 0 à plus l'infini f de t exponentielle moins pt dt. Donc on va changer du temps qui est un réel positif vers le p qui s'appelle l'opérateur de la place et il appartient au plan complexe ou bien à C. En fait, la convergence de l'intégrale signifie que la limite de la quantité f de t exponentielle moins pt tend vers 0 si t tend vers plus l'infini. Donc, et c'est toujours vérifié parce que on sait très bien que l'exponentielle décroît rapidement vers 0. Et maintenant, si on appelle f de p la transformée de la place de f de t s'appelle la fonction originale ou bien la transformée de la place inverse de f. La première propriété à vérifier par la transformée de la place, c'est la linéarité. Donc si on a une fonction de la forme alpha f de t plus bêta g de t, on applique la transformée de la place en passant par l'intégrale. L'intégrale, elle vérifie elle-même la linéarité. Donc, on peut écrire que la transformée de la place de toute cette fonction-là devient alpha fois f de p, qui est la transformation de la place de f de t, plus bêta fois g de p, qui est la transformée de la place de g de t. Deuxième propriété, c'est la dérivée d'une fonction. Quelle est la transformée de la place de la dérivée d'une fonction? Donc, on va commencer par la dérivée première. On trouve que c'est égal à p fois f de p moins f de 0, qui est une condition initiale non nulle. La démonstration se fait par l'utilisation de la méthode de l'intégration par partie. On suppose que u c'est f et v c'est epsilon moins pt. Et on applique cette méthode-là. On trouve à la fin que c'est égal à p f de p moins f de 0. On reprend la même méthode pour la dérivée seconde. Donc, on va remplacer L, la transformée de la place de la dérivée première, ici. On fait le calcul, on va trouver p carré f de p moins p f de 0 moins f' de 0. Donc, ça c'est le terme des conditions initiales non nulles. On peut généraliser ça pour la dérivée n-ième. On va trouver p à la puissance n f de p et tout un terme qui regroupe les conditions initiales non nulles. Si les conditions initiales sont choisies nulles, qui est souvent le cas, donc on garde seulement le terme p à la puissance n f de p. Donc en multipliant par p, c'est la transformée de la place de l'intégrale, c'est on divise par p. La même chose, la démonstration, c'est effectuée par la méthode d'intégration par partie. Et on peut trouver à la fin que c'est égal à f de p sur p, tel que f de p, c'est la transformée de la place de petit f de t. La propriété suivante, c'est le théorème du retard. Si on a une fonction retardée, c'est quoi une fonction retardée? Si j'ai une fonction f, comme ça, qui commence à l'instant 0, après un certain retard taux temporel, on obtient le même signal avec un retard taux, donc f de t moins taux. On fait le changement de variable
Et on remplace tout ça dans la transformée de la place, la définition de cette transformée-là, pour trouver à la fin que la transformée de la place d'une fonction retardée, c'est égal à exponentielle moins p fois le retard, le tout fois f de p, avec f de p, c'est la transformée de la place de f de t. Les propriétés suivantes montrent les deux théorèmes qui sont très utilisés pour tracer les allures des réponses, qui sont la valeur initiale et la valeur finale. Donc, pour démontrer ces deux théorèmes, on utilise la transformée de la place de la dérivée et par la suite tendre p vers plus l'infini ou bien tendre p vers 0. Dans ce cas-là, si on observe cette limite-là, on va trouver que, puisque la limite c'est pour p, on a seulement le terme exponentiel moins pt, et celui-là, il tend vers 0 lorsque p tend vers plus l'infini. C'est pourquoi on peut déduire à partir du résultat retrouvé que f de 0, qui est la limite lorsque t tend vers 0 de f de t, c'est la même que la limite lorsque p tend vers plus l'infini, p f de p. Et bien sûr, on inverse ça sur le théorème de la valeur finale. Donc f de plus l'infini, c'est égal à limite f de t lorsque t tend vers plus l'infini. Et de l'autre côté, ça devient p tend vers 0. Pour les signaux d'entrée qui sont utilisés d'une manière assez courante, tels que l'impulsion de Dirac, l'échelon unitaire et la rampe, donc leurs transformées de la place sont regroupées dans ce tableau-là. Pour l'impulsion, c'est 1. L'échelon unitaire, c'est 1 sur p, donc on divise par p parce que c'est la primitive. Et pour la rampe, c'est 1 sur p carré. On divise encore une autre fois par p parce que la rampe, c'est la primitive de l'échelon. Ou bien, on multiplie 1 sur p carré par p pour obtenir l'échelon et 1 sur p par p pour obtenir 1 qui est la transformée de la place de l'impulsion de Dirac. Donc, la relation entre les trois entrées. Et on ajoute une quatrième entrée très utilisée qui est l'exponentielle moins at. Et sa transformée de la place, c'est 1 sur p plus a, puisque généralement, l'évolution du régime transitoire de la plupart des sorties sont de forme exponentielle. Merci pour votre attention.